Rouge et Bleu, le podcast 100% SNK. Une collaboration Sweet FM Ouest France avec la participation de Foot Normand. Un épisode animé par Joris Marin. Salut à tous, Rouge et Bleu, c'est un podcast consacré au Stade Malherbe-Caen dans lequel nous parlons des victoires quand il y en a. Podcast lancé par la radio Sweet FM et par le journal Ouest France avec la participation de Foot Normand. Place au 38e numéro. Il était à Dunkerque hier soir au stade Marcel Tribu. Le voici aujourd'hui à Caen. C'est Valentin Pinault de Ouest France. Salut Valentin. Salut Joris, salut tout le monde. Quand on va dans le Nord, on pleure 2 fois en arrivant et en repartant du Nord. Et 3 fois quand on voit la prestation du SM Caen à Dunkerque. Ouais, c'est pas faux. On est toujours bien reçus dans le Nord. Cette fois, on est reparti avec une valise. C'est pas mal. Et une leçon aussi. Le sens de l'accueil. C'est ça. Lui était devant sa télé hier soir. C'est Gaëtan Briard de Ouest France. Salut Gaëtan. Salut à tous. C'était pas mieux devant la télé. Non, la légende dit que ta télécommande a morflé, Gaëtan. Ouais, c'est possible. Elle va bien quand même ? Oui, ça va. Prenons également des nouvelles de Mathieu Billot de Foot Normand. Salut Mathieu. Salut à tous. Mathieu, suiveur assidu du Havre, 17e de Ligue 1 et Malherbe, 16e de Ligue 2. On Tout va sait bien où est Mathieu ? le noir. J'en tire les conséquences et je prends des vacances pendant 6 mois. Rendez-vous dans 6 mois sans problème. Content de t'avoir connu Mathieu. Ce fut un plaisir également. Malherbe a encore perdu, c'est vrai, ce lundi soir à Dunkerque. Une soirée qui illustre bien l'état dans lequel se trouve le club. Après 16 journées de Ligue 2, le SMC est 16e à égalité de points avec le 17e Ajaccio, qui est premier relégable. C'est l'heure de faire le bilan de la première partie de saison. On va également vous donner les tops et les flops de nos amis journalistes. Et puis on va répondre à cette question. Nicolas Seub doit-il rester le coach du SM Caen ? Allez, on donne le coup d'envoi de l'émission. C'est parti. Zou. Actuellement 16e de Ligue 2 après 16 journées, Malherbe va passer les fêtes en position de barragiste. Malherbe qui a subi sa 2e défaite de suite ce lundi 16 décembre du côté de Dunkerque, 3-1. Malherbe tombait sur plus fort, Valentin Pinault, mais surtout les joueurs caennais ne semblaient pas révoltés, sans caractère et dépassés. Ce qui est sûr, c'est que techniquement, Dunkerque était vraiment un niveau au-dessus. Et que dans l'engagement, dans l'agressivité, dans l'impact, dans tout ce qu'il faut mettre dans un match de Ligue 2 quand on est moins fort techniquement, Malherbe était en dessous. Donc l'écart, je pense que ça s'est vu sur toute la rencontre. Et ce qui est dingue, c'est que la situation elle nous révolte plus qu'elle révolte les joueurs. Donc on se pose un peu de questions. Ouais, non, non. Je pourrais plus critiquer certains joueurs. Ouais, la seule façon de combler le déficit qui existait entre les deux équipes avant le coup d'envoi, c'était effectivement tous les ingrédients que t'évoques, Valentin. Mais Malherbe est même pas capable de les mettre sur tous les matchs de Ligue 2 depuis le début de la saison. Moi, j'avais trouvé que c'était mieux dans le contenu à Laval, malgré les absences défensives et le but notamment que Malherbe avait encaissé. Il y avait plus d'intention offensive et puis à chaque fois, ça retombe comme un soufflet. Et cette équipe ne trouve pas de continuité à la fois dans ce qu'elle pourrait proposer en termes de contenu, mais aussi encore une fois dans les ingrédients de base à mettre dans un match de football. Pour revenir sur ce que tu dis, il n'y a pas de niveau minimum dans cette équipe. En fait, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Dès qu'on a l'impression qu'il y a un peu de progrès, que ça peut prendre une route un peu plus positive, même si c'est pas grandiose non plus, et ça retombe comme un soufflet et ça retombe dans les doutes, etc. Donc, Ce qu'on a vu hier soir, en fait, c'est ce qu'on voit depuis le début de la saison. La preuve, jamais plus de 2 victoires de suite en Ligue 2 en championnat. Jamais 3 succès d'affilée, Mathieu Billot. Déjà une, ça serait bien. Il y a eu à 2 reprises 2 succès de suite. Ouais, ça remonte un petit moment quand même. Il y a eu. Feu jadis naguère, Oui. mes époques préférées. Non, moi ça m'a rappelé, toute proportion gardée, ce qu'on a vu contre le Paris FC et Lorient. Une équipe archi dominée. Alors c'était encore plus criant hier, parce que Malherbe était encore plus mauvais que contre le Paris FC et Lorient. En fait, ce sont des équipes qui ne jouent pas dans la même cour. Qui C'est exactement ça. Pour être méchant, mais qui pratiquent pas le même sport, on pourrait même dire. Hier, c'était vraiment très belle l'équipe de Dunkerque. Tout le monde avant le match nous le disait. Ceux qui avaient vu des matchs, moi j'en avais vu un. Bon, ils avaient perdu contre Metz, mais ils avaient fait un très bon match. Et vraiment une super équipe. J'avais rarement vu une équipe aussi bien jouée en Ligue 2, mais se faire autant balader. Parce qu'il a raison, le coach de Dunkerque, quand il dit on aurait pu en mettre 6, oui, parce qu'on prend un mi-temps, mais c'est un miracle. D'ailleurs, à un moment, j'ai cru que ça sentait le hold-up. Je me suis dit, ils sont tellement maladroits, nos amis dunkerquois, que ça va repartir 1-0 pour Malherbe et tout. Mais non, finalement, Malherbe en prend 3, mais le meilleur joueur de l'équipe, c'est Yannis Clémential pour moi hier soir. Bah oui. Et c'est jamais un bon signe. Non, rarement un bon signe. Donc voilà, il y a en fait on a vu deux équipes qui jouent toutes les deux les barrages, mais pas les mêmes. C'est ça le problème. C'est quoi le plus difficile à accepter ? Le collectif qui ne répond pas, le collectif qui n'y répond plus, Gaëtan ? Le manque de détermination.
et le manque d'unité de cette équipe selon les joueurs en fait. Est-ce que tout le monde tire dans le même sens ? En tout cas, moi, je suis persuadé d'une chose aujourd'hui en les regardant jouer, c'est que tout le monde ne saisit pas du tout l'urgence de la situation. Alors dire que tout le monde est pas concerné et ne la saisit pas, ce serait exagéré. Par contre, je suis persuadé qu'il y a des joueurs dans ce vestiaire-là qui ne cernent absolument pas le danger qui guette le club actuellement. En mode, le SM Caen est taillé pour jouer plus haut, on va terminer plus haut. On va pas le citer, mais il y a un joueur qui nous a dit dernièrement que le SM Caen a rien à faire dans le bas de tableau. C'était après Laval, c'était Bilal Brahimi. Et il y en a un autre qui a dit que le club n'était pas sous pression. Mais on va pas le citer. Mais si je peux le citer, c'était Emmanuel Ntim. Non, mais c'est pour montrer que ça tient pas à un joueur. Ça tient quand même à plusieurs joueurs. Du coup, c'est un sentiment qui est propagé dans le vestiaire, dans l'environnement du club. Donc, il n'émane pas seulement des joueurs, à mon avis. Il émane de tout un environnement qui n'a pas compris que tous les clubs de Ligue 2 sont potentiellement des futurs pensionnaires de National. On y viendra peut-être après, mais moi, ça me donne vraiment un sentiment, ce qui se passe. C'est qu'il y a un entraîneur qui donne énormément d'énergie et qui s'agite énormément pour essayer de se sortir de cette situation. Et moi, l'effectif me donne pas le sentiment d'être au même rythme que son entraîneur aujourd'hui. C'est clair. Alors, c'est clair qu'on a l'impression que lui, pour le coup, est pas résigné, Nicolas Seub, ou en tout cas dans ses discours, il ne l'est pas. Mais par contre, on a l'impression aussi qu'il n'a pas réussi à transmettre cette hargne, cette envie de révolte à son groupe. Et c'est inquiétant quand on voit des attitudes individuelles hier. Certains joueurs qui défendent même pas sur un match de Ligue 2 où clairement tout le monde doit mettre la main à la pâte si on veut avoir ne serait-ce qu'une chance d'embêter un peu l'adversaire. C'est pas acceptable, surtout quand l'entraîneur prône l'identité d'un club qui passe par le combat. Et puis ce qui est inquiétant, c'est pas d'identité justement. Ouais, on a compris un peu dans les propos de Romain Thomas après le match hier et dans certains propos de Nicolas Seub que le plan, c'était surtout pas d'aller les chercher, c'était de rester à 30-40 mètres du but, de les attendre et d'essayer de les piquer en contre. Mais ça, pour moi, Malherbe est même pas capable de le faire aujourd'hui, de resserrer ses lignes, de combattre tous ensemble et de s'arc-bouter face à une équipe plus forte, parce qu'il le savait, hein, Nicolas Seub, il savait avant le match que Dunkerque était plus fort. Mais ça, ils sont même pas capables de le faire, en tout cas pas à chaque match. Et ça, c'est quand même très inquiétant. Même pas un peu de positif, Mathieu Billot ? Les supporters, peut-être. Premier but de Gabin Thomé. Les supporters aussi qui se sont déplacés à Dunkerque. Malherbe, alors sauf si mais à la télé ça buguait, j'ai cru voir que Léo Le Milinaire a fini latéral droit le match. Oui. Voilà. À un moment j'ai dit est-ce que j'ai raté un truc et tout. Voilà, positif. Ma pizza était bonne que j'ai commandée pendant le match. Autre point positif. 4 fromages. Non, plus classique. Pepperoni et compagnie. Mais voilà, non franchement change pas une équipe qui gagne. Exactement. Une équipe qui perd non plus visiblement. Non mais sinon il y a franchement du match d'hier, il y a rien à sauver quoi, Non, à part un gros point d'exclamation qui veut dire attention quoi, c'est tout. Il y a c'est aujourd'hui très clairement du coup on le sait, Malherbe joue le maintien, doit éviter la relégation. Aujourd'hui, on en est là. Je pense qu'après le match tous ceux qui travaillent de près ou de loin à Malherbe peuvent être inquiets et très fortement. Est-ce que les joueurs selon vous vont enfin prendre conscience de la situation, de cette forme d'urgence ? Ça fait un petit bout de temps qu'ils auraient dû en prendre compte, à mes yeux, en prendre conscience plutôt. Mieux vaut tard que jamais. Ça dépend parce que s'ils en prennent compte quand ils ont 10 points de retard, ça sera peut-être trop tard. Oui, une question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a des leaders dans ce vestiaire pour relayer le message que ce soit diffusé ? Il faut régénérer de manière, à mon avis, bien profond ce groupe au mercato d'hiver. Si on prend l'année dernière, par exemple, ce sera pas le cas. Ce sera un mercato d'ajustement et je pense potentiellement qu'il peut y avoir 3-4 mecs. Oui, mais Malherbe va pas se trouver des leaders qui vont arriver au mercato d'hiver. C'est pas possible. Pas des leaders de vestiaire, c'est impossible. Ou alors faut sortir de l'argent. Sortons de l'argent. C'est pour ça que je dis que c'est impossible. Il y en a, il faut en trouver parce qu'une descente en nationale ça coûte cher. Ouais, c'est clair. Donc si c'est le moment d'en mettre en tout cas. Mais il faut très clairement, alors outre les défaillances techniques, tactiques, de placement, outre les blessures, bien sûr, il faut pas les occulter, mais un effectif très très mal construit. Il y a vraiment besoin de 3-4 titulaires. 3 titulaires pour moi indiscutables c'est la feuille de route. Et est-ce qu'il y a de l'argent ? Je vais rebondir sur un excellent article que j'ai lu la semaine dernière signé Valentin Pinault qui nous présentait l'adversaire de Malherbe, Dunkerque, et j'ai lu, si je me trompe pas, que Dunkerque avait recruté une quinzaine de 15 recrues cet été pour 200 000 €. Voilà, donc
qu'on me dise pas que c'est de l'argent, ça s'appelle de la compétence. Ouais, mais là on va tomber sur autre chose, c'est que pour réussir à faire ça, il faut une cellule de recrutement qui bosse. Ah mais ça c'est un autre domaine, mais qu'on me dise pas que c'est une question d'argent. Et il faut un directeur sportif. Et un directeur sportif. Voilà, il arrive visiblement. Et un plan. Ça, c'est... Et que ça ils l'ont fait quand même, oui, tu vas me contredire derrière, mais ils l'ont fait au mercato d'été, qui est un mercato totalement différent du mercato d'hiver. Mais Dunkerque également, il y a un an, avait fortement recruté au mois de janvier. Ah ouais, ils avaient pris 8 mecs parce qu'ils étaient relégables il y a un an, Dunkerque. 6 mois après avoir été racheté. Parce qu'il y a eu un changement d'actionnaire un consortium turc exactement depuis l'été 2023. Mais après la lumière est toujours au bout du tunnel. C'est un club qui a souffert par le passé, qui était dans une situation périlleuse il y a quand même pas si longtemps que ça. Donc l'espoir fait vivre. C'est possible d'avoir des lendemains heureux, mais pour ça il faut avoir de l'anticipation dans sa façon de construire un effectif, dans sa façon de construire un club. Et encore une fois, on en revient à l'été dernier, même si bien sûr réduire le très mauvais début de saison à l'été dernier, ce serait très 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 réducteur, mais c'est quand même une partie de l'explication, avec cette absence de cap au sommet du club qui a duré jusqu'à mi-septembre. Ça a pas aidé quand même Malherbe à avoir les idées claires sur le terrain et à soutenir son staff. Et ça prend du temps. Ça prend du temps, ça demande des moyens aussi humains et financiers pour mettre en place une cellule de recrutement, pour que des gens aient des responsabilités claires pour pouvoir construire un effectif pour demain, mais aussi pour après-demain. Et aujourd'hui, c'est pas la situation du club. Mais en même temps, personne n'avait imaginé le SMC à cette 16e position, à égalité avec le 17e. Alors, même peut-être avec pas à cette position-là, mais on changements. pouvait imaginer quand même un début de saison compliqué. Si on se rappelait 4-5 ans en arrière de la prise de fonction de Doctry et de Pierre-Antoine Capton, qui avait été tardive aussi en septembre, ça a toujours des impacts, des grands bouleversements comme ça en plein cœur de saison. C'est jamais neutre, très rarement en tout cas. Donc on pouvait imaginer quand même un début de saison pas tendre. De là effectivement à imaginer que seul le promu Martigues ait moins de points. 9 points pour Martigues et 15 pour Malherbe. Et plus de défaites. C'est la seule équipe de Ligue 2 qui a plus de défaites que le Stade Malherbe à l'heure actuelle. Ça en dit assez long quand même. Ancien pensionnaire de National. Je rebondis un peu sur ce que dit Gaëtan sur le flou de l'été. Il y a eu du flou d'été cet été, mais il y a aussi eu un mercato qui est, on peut le dire, je pense aujourd'hui globalement raté sur les 5 recrues. Qui est dans ce flou en fait. Et qui est dans ce flou, mais qui a été raté aussi, je pense, parce qu'il n'avait pas été préparé. Je vous espérais qu'ils ont quand même préparé un peu mieux celui d'hiver, parce que sinon ça peut faire rebelote et parce que là, si on regarde le papier, les 5 recrues, 4 parce que je mets dedans Kandé qu'on n'a pas vu, qui apparemment avec la réserve fait pas des étincelles. Sur les 4, il y a 2 joueurs qui étaient blessés la moitié du temps. Mvila et Koulibaly. Il y a Le Keuch qui a été le seul à réellement convaincre. Et puis il y a Rajo dont on a parlé lors de la dernière émission et qui a toujours pas relevé la tête depuis. Donc faut arrêter de parler de lui. Donc ça commence à faire un peu peur. Effectif mal équilibré peut-être, au-delà d'être amoindri par les blessures. Oui, notamment sur plusieurs postes. Soit mal équilibré, soit pas assez pourvu. Mal pensé. Voilà, il y a forcément le poste d'ailier qui pose toujours autant de questions. C'était déjà un poste où Malherbe était limité la saison dernière. Ils ont perdu Amin Salama, ils ont recruté personne. Donc a priori ça s'est pas arrangé la situation, sauf transformation sublime d'un ou deux joueurs, mais c'est pas le cas puisque Godson, Kérémé, Tidiam Gomis avec des qualités évidentes sont restés ce qu'ils sont, c'est-à-dire des joueurs qui ont du mal à être décisifs. Manque de rotation évident en défense centrale. Voilà, votre troisième défenseur central c'est Emmanuel Ntim qui est très fragile physiquement, qui n'a jamais convaincu au Stade Malherbe. Même si tu fus loin d'être le pire. C'est le meilleur de la première mi-temps. C'est le meilleur de la première mi-temps hier, mais voilà, il a colmaté quelques brèches. C'était un peu. Après, il y a aussi des relances qui, si elles avaient été mieux exploitées, auraient pu faire qu'on le voit un peu plus. Et puis les postes de latéraux, forcément, où vous vous retrouvez avec un Lamine Si qui est en reprise et c'est pas une surprise, un Valentin Henry qui est blessé, et puis un latéral gauche, Diabé Boulunbou, qui commence tout juste à faire ses gammes en Ligue 2, qui est un pur gaucher et qu'on installe dans le couloir droit. Donc malgré lui, Nicolas Seub, il en a parlé, s'il pouvait faire un autre choix, il le ferait. Mais tout ça mis bout à bout, ça fait que ça explique pas à 100% les fragilités, mais ça les accentue forcément. Rappelons que Malherbe a effectué quand même une grosse seconde partie de saison sur l'exercice 2023-2024, terminant à seulement 1 point de la 5e place, avec quasiment le même effectif. Vous êtes actuellement 16e de Ligue 2. Ça c'est surprenant quand même. Ce même effectif avait aligné avec un coach différent, 11 matchs. 2 coachs différents parce qu'il y avait eu l'intérim de Pat Sauvaget, merci. Et donc du coup 11 matchs sans victoire, donc il y avait quand même des failles. Et puis le propre du sport et du sport de haut niveau surtout, c'est d'être bon chaque week-end, d'être bon saison après saison. Il y a quand même pas mal de jeunes dans cet effectif-là et on voit bien qu'ils ne sont pas capables pour le moment de rééditer les performances qu'ils ont fait la saison dernière. Alors peut-être perturbés aussi par
des velléités de départ ou parce qu'ils se pensent déjà bien trop grands pour leur club formateur. Mais ça, c'est un peu partout pareil, hein, c'est pas propre à Caen. Et une absence totale de leader. Malheureusement, Romain Thomas, c'est très très compliqué sur les dernières semaines, encore plus que d'habitude. Il sera en fin de contrat dans 6 mois, âgé de quasiment 37 ans. Là, ce qui compte, c'est ce qui va se passer, je veux dire maintenant, mais à partir du 3 janvier, parce qu'accessoirement, il y a un match contre Clermont qui les attend, qui est l'équipe qui les devance tout juste. Donc, si ça se passe mal, ça va bien commencer l'année. 5 points de retard déjà. Dernier match de la phase aller, ce sera à la maison le 3 janvier. Le 3 janvier. Et sinon, on va pas, Alexandre Mendy, on va pas revenir sur les circonstances de son été, mais voilà. Et sinon, c'est qui les autres cadres de ce groupe-là? Yannick Villa est blessé, donc difficile d'avoir un impact. Difficile. Mais pour moi, Romain Thomas s'essouffle clairement, mais il manque aussi clairement de relais en termes de leadership. En termes de leadership, carrément. Moi, je pense qu'ils sont seuls aujourd'hui. Je parle pas de terrain, je parle de leadership dans le vestiaire. Ils sont peut-être un petit peu aussi lassés parce que ça fait 3 ans. Enfin, c'est combien de temps qu'il est là, Romain Thomas? Il avait signé pour aspirer à la Ligue 1 et je pense qu'il est lassé de jouer autre chose. Oui, ça fait 3 ans qui était un projet avec des hommes qui sont plus là aujourd'hui. Il est quand même resté. Il a quand même toujours essayé de tirer vers le haut, je pense, au sein du vestiaire. Après, je pense qu'il est aussi rattrapé par l'âge, le garçon, et qu'aujourd'hui, il pense parfois plus au moment où il doit se retourner pour pas perdre de vitesse que de réellement ce qu'il faut faire sur le terrain. Ce qui est fou, c'est que vous avez presque pas un mec dans l'effectif pour le remplacer, ne serait-ce que le faire souffler, hein, si c'est le cas, vous avez personne. Mais c'est pour ça qu'on parle du vestiaire et on parlait du flou de l'été tout à l'heure, et c'est pour ça que moi, j'attache une importance relative quand même à ce qui s'est passé cet été. Ça a eu son importance, mais si on prend depuis la relégation de Malherbe, 5e saison, il y a 3 saisons déjà qui se sont passées comme ce qui s'est passé actuellement. Et le mercato hivernal, il a quasiment pas eu d'impact à chaque fois. Ça veut dire que les mêmes joueurs ont été capables de se laisser aller en première partie de saison et de se transcender en deuxième partie de saison pour à chaque fois mourir entre guillemets à quelques points, soit des barrages, soit du top 3, etc. En fait, bien sûr, il n'y a pas eu de cap de données clair cet été, mais à un moment, les ambitions dans une Ligue 2 à 18, où en fait c'est dur excepté Lorient et le Paris FC, c'est dur de dessiner des hiérarchies. À un moment, les ambitions, c'est aussi un vestiaire et un staff qui se les mettent eux-mêmes. Aujourd'hui, les joueurs du Stade Malherbe, ils veulent quoi? Ils ont envie de quoi? Moi, je pense que c'est une équipe c'est des joueurs qui vivent aussi dans un club où ils sont quand même dans un certain confort, des belles infrastructures, un club qui est globalement sain. Je trouve que les saisons se répètent quand même depuis la relégation en Ligue 2. C'est-à-dire qu'on a du mal à voir sur la ligne de départ de la Ligue 2 à chaque fois une équipe qui est transcendée par un objectif. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui on a tendance à plus en vouloir aux joueurs que aux choses autour. Il y a un moment, c'est des grands garçons, hein. c'est plus des enfants. Ils peuvent aussi se prendre en main. Ils ont déjà vécu ça la saison dernière, pas celle d'avant parce qu'avec Stéphane Moulin c'était un peu mieux, mais etc. Mais c'est-à-dire quoi, qu'il manque de conscience professionnelle, d'amour du maillot. Je pense que le côté confort de Gaëtan et en parallèle avec le manque de leader fort dans le vestiaire fait que les gars ils se reposent un peu sur leur oreiller, ils sont dans un club avec un certain prestige, donc ils croient un peu que ça va aller tout seul. Et puis il y a des attitudes qui sont déplorables. Je suis désolé, moi quand je vois Anthony Mandra qui vient faire une déclaration en disant qu'il veut quitter Malherbe coûte que coûte dans un média, je sais pas comment un club et une institution peut accepter ça. Je crois pas qu'on lui a demandé spécialement son avis à l'institution c'est même sûr que non. Voilà, mais je ne suis pas un gardien remplaçant. Oui, non, mais c'est après entre guillemets lui qui veut partir. Il avait pas besoin de le dire pour qu'on ait un peu deviné qu'il avait envie de partir cet hiver. Il fait ce qu'il veut, il est grand. Ce qui est drôle, c'est que des fois, je rigole moi quand je vois ça, parce que des fois nous on demande à faire des sujets que je qualifie de bisounours et on les refuse et on voit ce type d'interview derrière et puis il se passe rien. Ça me fait rigoler. Non, ça prouve bien aussi que ça part à volo un peu. International algérien qui était quand même censé, quand on voit ça derrière, on se dit il a dû vraiment avoir à cœur d'être un bon leader dans le vestiaire de Malherbe pendant 2 ans, ce gars-là. Mais ça prouve aussi qu'il n'y a pas non plus de patron au sommet du club. Ça, et puis ça renvoie à l'unité du vestiaire aussi. Ça renvoie à l'unité du vestiaire, parce on a compris que la situation était délicate, pour ne pas dire gelée, entre les 2 gardiens du Stade Malherbe. C'est peut-être qu'un exemple parmi d'autres de ce qui se passe dans le vestiaire et de cette unité très relative aujourd'hui. Nicolas Saub n'est pas responsable de ça. Mais à un moment, un projet, ça passe aussi par une unité de vestiaire, et des situations comme celle d'Anthony Mandrea aujourd'hui, c'est quand même compliqué pour avancer et pour nourrir quelque chose collectivement. Oui, clairement. Évoquons peut-être vos tops et vos flops. Il doit y avoir quelques tops, plus de flops que de tops. Mais j'ai envie d'écouter, Mathieu Billot. Je suis sûr que Mathieu, il a beaucoup de tops. Je vais t'en citer aucun. Aucun top? Non, aucun top. Quel joueur est meilleur que la saison dernière? Aucun.
c'est clair et net. Certains pour des circonstances particulières, mais il y a aucun joueur qui est meilleur que la saison dernière. Il y a aucun joueur qui me dit que de toute façon, c'est une équipe qui est 16e. Non, il y a pas, pour moi, il y a pas de top. Il y a pas un joueur qui a pas eu de révélation. Je veux dire, il y a même pas un jeune qui a pointé le bout de son nez, qui a percé, qui a gagné sa place. On pourrait dire tiens lui. Non, franchement, il y a personne. Et puis c'est pour les dernières semaines qui vont faire que je vais citer quelqu'un. Non, honnêtement, il y a que dans cet effectif-là. Pour moi, il y a que des déceptions. Et en flop? Tous, et d'un point de vue général, je dirais, même si c'est dur de leur taper dessus, mais je dirais les jeunes. Et je citerai Tidiane Gomis. Alors c'est un exemple, c'est pas pour taper spécialement sur lui, mais bon voilà, ces jeunes, en tout cas leur entourage, ils réclament du temps de jeu. Faut jouer. Bon, ok, très bien. T'as du temps de jeu, qu'est-ce que tu montes sur le terrain? Bah pas grand-chose. Donc soit t'es pas prêt à jouer en professionnel, ce que je peux comprendre, il y a pas de voilà, t'as que 18 ans ou 19 ans. Soit ou alors faut se remettre en question quoi. C'est bien beau d'avoir des sélections en équipe de France jeunes, c'est bien beau d'être courtisé par des grands clubs européens. Ok, mais là c'est la réalité du football d'adulte, c'est la Ligue 2, c'est la bataille. Il faut y aller quoi, il faut faire des efforts, il faut faire des diffs. Moi je pense que ces joueurs sont tout simplement peut-être pas prêts à affronter ces batailles-là, que l'évolution du foot fait qu'on essaie de les lancer trop tôt parce que faut pas les perdre et tout. Je pense qu'il y a eu une grosse erreur de fait de pas l'avoir vendu il y a un an, et ça c'est imputé à certains dirigeants du club et que c'est une très très grosse connerie. L'été dernier ou l'hiver dernier? L'hiver dernier notamment, il y a eu mais plusieurs occasions. Voilà, mais ça va coûter pas loin de 10 patates. Ça va coûter pas loin de 10 patates au club. Une grosse connerie, et parce que quand on parle de mercato, c'est effectivement recruter, mais c'est bien savoir vendre. Et je trouve que Malherbe ne sait pas non plus vendre. D'ailleurs, quel que soit ses dirigeants, au passage. Olivier Piqueux un petit peu plus, mais bon, c'était pas non plus la Il folie. y a eu deux grosses erreurs, c'est Dominguez et Gomis. Dominguez, en dehors Gomis. de ça, il a quand même été plutôt il y a eu le Penant, il y a eu libre, si je me trompe pas. Ah oui, c'est vrai. Cissé qui est parti libre, Moussa Silag, vous avez négocié une petite indemnité qui est parti pour 10 fois plus en Allemagne. Je pense qu'on peut en lister pas mal des cas. Alors c'est facile de le dire après, c'est toujours pareil. Mais toujours utile que pour revenir aux jeunes, certains ont montré des choses la saison dernière. Je veux dire, Malherbe se veut club formateur et c'est très très bien. Mais très clairement, là, c'est une grosse déception. Alors c'est sûr qu'ils sont pas aidés par les supposés cadres ou joueurs d'expérience qui les entourent, parce qu'ils sont encore plus fantomatiques que les jeunes. Mais bon, quand on réclame quelque chose, quand on l'a, faut être à la hauteur. Et là, très clairement, ils le sont pas. Un mot sur Tidiane Gomis. Hier soir, il était supervisé par un recruteur de l'Union de Berlin avec qui j'ai eu l'occasion de parler à ma rentrée à l'hôtel. Tu parles allemand? On a parlé anglais pour rentrer dans les détails. Non, mais il a été très déçu par ce qu'il a vu de Tidiane Gomis hier. Il disait que notamment dans l'attitude et l'attitude défensive et le comportement sur le terrain sans le ballon, il était très déçu de ce qu'il avait vu. C'est rassurant, il y voit clair. Et il cherche pas du boulot, ce gars-là? Il voudrait pas bosser pour un club en Normandie? Non, il peut. Ça pourrait être pas mal, non? T'as son contact? Ouais. Glisse-le, on voit un petit texto à qui de droit, ça pourrait servir, on sait jamais. Non, mais ça veut dire que les clubs qui supervisaient ce garçon-là, ils sont pas dupes non plus, et ils voient ça, donc. Non, mais ils sont pas dupes, mais ils les récupéreront gratos dans 6 mois, donc ils s'en foutent, ils s'en foutent royalement, mais voilà, ça, il a que 18 ans, mais encore une fois, on en revient au fait que là, il y a une grosse erreur de stratégie, parce que toi, malheureusement, t'es pas assez armé pour les faire mûrir suffisamment pour qu'ils arrivent. Surtout sur des postes offensifs où c'est plus compliqué. Donc, et c'est vrai qu'on n'en parle plus depuis que la nouvelle direction, accessoirement, Tidiane Gomis est en fin de contrat en juin. Alors, je sais pas, peut-être qu'il y aura une belle surprise sous le sapin de Noël des supporters de Malherbe, mais il va partir, ça se trouve libre. Il y a plus personne qui en parle. Libre à partir de janvier, comme la Mincy d'ailleurs. Et voilà. Donc, il se passe rien, les mecs, donc il va partir libre, plus personne va en parler, ça va faire un mec qui avait une proposition de 8-9 millions d'euros potentiellement avec des bonus sur la table. Bon, c'est pas grave, pas comme si le club avait 15 millions de pertes, tout va bien visiblement. Gaëtan, toi tu as du top, tu as fait un effort. Oui, j'ai du top. Tu as trouvé du monde. Oui, Alexandre Mendy pour sa très belle remobilisation après ce qu'il a vécu cet été et la grosse déception de ne pas partir à Sunderland. C'est pas simple à digérer, il a inscrit 7 buts quand même depuis le début de la saison. Mais aucun depuis le 2 novembre. Voilà, en tout cas, aucun en Ligue 2. Et la plupart, justement, dans la foulée de cet épisode malheureux pour lui. C'est ça que j'ai trouvé fort dans son début de saison. Moi, j'étais épaté et même bluffé par sa capacité à se remobiliser physiquement et à montrer des choses au-delà de ses 7 buts, à montrer des prestations et un contenu aussi dense que la saison passée. J'étais même très étonné. Et je pense qu'actuellement, depuis mi-novembre, il est en train de payer le contre-coup de cette préparation écourtée. Il n'y a pas de hasard dans le foot quand même. Là, il a subi un petit peu les choses cet été, en grande partie.
partie, mais il y a quand même pas de hasard dans le très haut niveau. Si vous pouvez pas vous préparer de façon complète, c'est difficile de traverser une saison de façon complète justement. Il y en a d'autres qui sont concernés à Malherbe, Yann M'Vila, Khalifa Koulibaly, des joueurs qui ont très peu joué la saison dernière. Yann M'Vila, il avait bien débuté la saison, il a joué 7 matchs et depuis il a disparu parce qu'il est blessé. Et ça, mine de rien, quand vous faites un mercato, ça participe du choix aussi. Vous prenez un joueur, mais vous prenez un joueur et une forme athlétique. Et là, ils sont en train de prendre un boomerang, le Stade Malherbe, concernant certaines recrues. Et c'est ce qui explique aussi en partie que le mercato est raté jusque-là. Les flops. C'était un chacun. Après, tu peux te lâcher. Malheureusement, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de déceptions. Moi, j'ai choisi Valentin Henry. Pareil que pour Mathieu, c'est pas pour lui taper dessus. C'est parce que je suis déçu de l'évolution de ce joueur-là depuis son arrivée au Stade Malherbe. Il était arrivé et avait montré de la fraîcheur quand même. Il a apporté des choses dans son couloir droit. On s'était tous dit à l'époque que c'était un joueur qui était capable de multiplier les allers-retours, qui apportait du volume, des bons centres, etc. Des passes décisives également. Des passes décisives. Un des meilleurs passeurs de la saison passée en Ligue 2. Et moi, en fait, je suis surtout déçu d'une chose, c'est son incapacité à progresser en termes de fiabilité au poste de latéral droit. Sur le plan défensif, je parle plutôt. Pas aidé par les blessures non plus. Voilà. Ouais, aussi. Il est blessé depuis un petit bout de temps lui aussi. On le reverra qu'en 2025. Je trouve que Quentin Lecuche a apporté ça dans le couloir gauche. C'est un vrai latéral gauche qui est capable de sécuriser son couloir. Et de l'autre côté, à droite, que ce soit Valentin Henry ou les autres, pour l'instant, le Stade Malherbe n'arrive pas à trouver ça. Valentin, à toi de te prononcer. Moi, j'aurais pu dire aucun. J'aurais voulu dire Alexandre Mendy, mais je vais être original. C'est pas vraiment un top. C'est un joueur, et il y en a peu, que j'ai vraiment envie de revoir sur la deuxième partie de saison. C'est Yanis Clemencia. J'avoue que on devrait le revoir parce qu'apparemment Anthony Montréal c'est bien parti pour normalement j'étais pas sur ses premières prestations quand il a pris quand le choix a été fait de le mettre à la place d'Anthony Mandrea, j'étais pas forcément convaincu. Je me disais en plus j'avais l'impression que ça avait à peu près le même niveau, et là je trouve que sur les dernières sorties il est en train de monter un peu en puissance. J'aime bien son jeu au pied. Je trouve pour l'instant il est pas encore décisif au point d'empêcher Malherbe de perdre, mais vu ce qu'il a devant lui, c'est un peu dur. C'est juste un espoir, j'ai envie de le voir. Est-ce que c'est un gars qui a quand même très peu joué dans sa carrière, qui a jamais fait une saison complète en tant que gardien numéro 1. Gardien numéro 1. Il a 27 ans. Première fois qu'il est numéro 1. Je me dis, j'ai envie de voir s'il peut éclore et à quel niveau il peut aller. Voilà. Qui vivra verra. C'est ça. Le flop. Godson Kérémé. Parce que j'estime que dans la pauvreté des couloirs de Malherbe, c'est le seul avec Tidiam Gomis qui était le flop de Mathieu, mais c'est le seul qui a le profil idoine pour jouer à ce poste-là. Donc c'est forcément, on se dit, mais en plus il était sur une trajectoire quand même de progression. L'année dernière, il a eu un bon passage au mois de janvier 2024. Après, il s'est blessé, il a jamais réussi à revenir, mais il nous avait donné des promesses. Voilà, cette saison, les promesses, elles se sont bien... 0 but, 0 passe. Elles se sont bien éteintes. On l'attend décisif, il est pas décisif. En fait, il me rappelle beaucoup de joueurs de ce style-là quand ils prennent le ballon sur les trois premières prises de balle, on se dit ce soir il a l'air d'être dans un grand match, il va nous mettre le feu. À l'image d'hier soir. Et puis il a l'initiative du but. Et puis on arrive à la mi-temps et puis on se dit il a créé 2-3 différences, il a pas fait la bonne passe au bon moment, la bonne frappe au bon moment, il a pas eu l'intelligence de jeu pour réussir à être décisif, et ça se répète, si bien qu'il se retrouve sur le banc et qu'il fait que des entrées maintenant pratiquement, et que c'est une déception, et qu'on a l'impression que non pas qu'il progresse, mais que là il est un peu en train de régresser quand même, donc voilà. Vous confirmez, messieurs? Il traverse pas une bonne saison après une période, après un passage depuis Annecy où c'est vrai qu'il était plutôt en progression, mais ça rejoint, je pense, un peu le sentiment qu'il faut que ce groupe soit régénéré, je pense, en profondeur. Et je pense que ça aidera même certains joueurs qui seront... Mais tu penses que ça, on peut le faire, c'est possible de le faire en mercato hivernal ? C'est possible, il faut le faire. C'est pas c'est possible ou c'est pas possible. T'es 16e, tu mets pas un pied devant l'autre, t'es catastrophique. Donc il faut le faire. Pour moi, il y a deux leviers. Peut-être qu'on va en évoquer un incessamment sous peu. Le deuxième, quand on arrive le 20 décembre, c'est le mercato d'hiver. On a une nouvelle direction qui est portée quand même par un actionnaire puissant financièrement. Je dis pas qu'il faut lâcher 15 millions sur la table, mais encore une fois, prendre l'exemple de Dunkerque,
ton article, 15 mecs, 200 000 balles. On a vu des joueurs Après, hier. encore une fois, c'est être juste dans son recrutement. 4 joueurs titulaires indiscutables. Faire un recrutement à la Benezé Salah en 2014. Voilà, le SMC avait 15 points à la même époque en Ligue 1 et Nicolas Benezé et Emiliano Sala avaient transformé cette équipe-là. Donc il n'y a pas besoin de 6-7 joueurs. Il y a besoin de trouver les profils justes, notamment dans les couloirs offensifs, sans doute derrière, pour redresser cette équipe. 2014, Gaëtan, ça fait déjà 10 ans. Et ben, à l'époque, Le Havre végétait en Ligue 2. Ouais. Belle époque, passe vite. Très belle époque. Nicolas Seub peut-il résister à la trêve? Avant un tour de table et un débat animé, c'est sûr. On va écouter le coach interrogé sur son avenir hier soir à Dunkerque par un certain Valentin Pinault. C'est important de le signaler pour les droits d'auteur. Écoutez. Craindre ou pas craindre, à partir du moment où on fait ce métier-là, on sait qu'à tout moment ça peut s'arrêter. C'est la loi de notre métier. Ah, c'est comme ça. Maintenant, il y a aussi des causes au fait qu'on soit dans cette situation-là. Si on fait un réel bilan, il faudra que tout soit posé sur la table pour que... L'idée, c'est que... Enfin, mon idée majeure, et j'ai donné ma vie à ce club-là, il me l'a bien rendu, c'est que ce club-là ait des jours meilleurs, un avenir meilleur avec un football qui nous correspond. Voilà. J'étais un joueur soi-disant peu technique, mais très agressif et courageux, avec un état d'esprit irréprochable. J'aimerais avoir une équipe dans ce sens-là. Là, je lâcherai jamais jusqu'à la dernière seconde de mon mandat, mais pour répondre à cette question-là, un jour, quoi qu'il arrive, ça s'arrêtera. Alors, messieurs, stop ou encore pour Nicolas Seub, tour de table, avant le développement, avant les arguments. Gaëtan. Moi, j'ai un doute depuis 3 ou 4 journées sur sa capacité à faire réagir ce groupe-là. Par contre, j'ai une certitude et une envie, c'est de le voir avec une équipe qui répond à ses besoins, qui répond aux besoins qu'il a identifiés. Donc, pour qu'il reste en poste, mais pour qu'il reste en poste avec une équipe, sans doute pas au 3 janvier, parce que vu comment c'est en train de se passer, faut pas espérer 3 recrues au 3 janvier, mais avec une équipe au fil du mois de janvier, qui peut être renforcée par 2 ou 3 recrues qu'il a choisi, et là il sera en responsabilité totale, parce qu'il aura choisi les recrues, il aura identifié les postes, on aura répondu à ses besoins, et les constats et les jugements, on pourra les faire au printemps. Moi j'avais dit l'argumentaire dans un second temps, mais finalement on t'a laissé parler. Il est pressé, il faut qu'il rentre chez lui. Mathieu. Je me prononce pas. Et Valentin? Encore. Alors, pourquoi? Parce que si j'ai une certitude dans tout le marasme, c'est qu'il y a un homme qui lâchera pas, parce que pour lui, Malherbe, ça veut dire quelque chose, parce que pour lui, c'est pas envisageable, ne serait-ce pas envisageable de lâcher. J'ai aucune certitude sur les joueurs, mais sur au moins l'état d'esprit de lui. Je dis encore. Après, ça suffit pas. Non, ça suffit pas. L'état d'esprit, ça suffit pas, mais c'est pour ça que je te rejoins sur le côté. Il lui faut des hommes. En fait, le problème, c'est qu'on peut pas vraiment juger Nicolas Seub sur ces 6 premiers mois. Ça suffit pas parce qu'il y a autre chose qui suffit pas aussi, c'est que au-delà effectivement de la nécessité d'être renforcé, c'est que son investissement peut être exemplaire, son état d'esprit aussi. Si il arrive pas à reconnecter les joueurs au terrain, ça suffira pas son état d'esprit. La saison dernière, les joueurs, ils ont eu besoin de quoi pour se réveiller et pour rejouer au foot? Un changement d'entraîneur. Oui, mais c'est trop facile, c'est encore les remettre dans le confort pour qu'il y ait encore l'électrochoc, pour que ça refasse ça, et puis pour que dans un an on se retrouve avec les mecs qui ont... Donc ça prouve que ça vient de plus haut. Ouais. Mais c'est le constat de ce groupe aussi. C'est le constat de ce groupe aujourd'hui. C'est que malheureusement, il leur faut des électrochocs pour pouvoir réagir, et que aujourd'hui, ça ne suffit pas. Les discours de vestiaire de Nicolas Seub, c'est un constat au vu des résultats. Les discours de vestiaire de Nicolas Seub qui sont pleins d'entrain, pleins d'allant, portés sur l'identité du SM Caen, ils ne suffisent pas à ces joueurs-là. Donc besoin d'un électrochoc. Ça peut passer par un changement d'entraîneur. Ou par le mercato. Parce que si vous voyez arriver 2, 3 ou 4 joueurs dans le vestiaire, dans l'idéal des bons joueurs de foot, ça peut en réveiller quand même quelques-uns, j'espère. Mais par contre, je dis encore, mais encore pas dans les conditions des 6 premiers mois. C'est encore, c'est mercato avec Nicolas Seub, et c'est quelqu'un qui descend dans le vestiaire pour dire Nicolas Seub sera l'entraîneur du SM Caen jusqu'à la fin de la saison. Ça changera pas, donc maintenant. Et parce que le président ne l'a pas fait cette saison, pas encore. Bah il est allé parler plusieurs fois dans le vestiaire. Oui, mais après, on n'est pas dans le secret des dieux. Conforter réellement Nicolas Seub, je sais pas s'il l'a déjà. Et plus que le conforter, c'est, peu importe le coach d'ailleurs, c'est donner les outils, voilà, les moyens au coach en place, qui s'appelle Nicolas Seub ou un autre, d'être performant. Encore une fois, je ne crois pas que, bien sûr, peut-être que ça peut faire
le fameux choc psychologique de changer de coach et voilà, mais c'est quoi votre projet en fait à moyen terme, c'est quoi votre vision? J'entends. Donc c'est pas lui le problème. Encore une fois, le coach il a sa part, quand vous n'avez pas de résultat, il a bien sûr sa part de responsabilité, il est pas exempt de tout reproche, mais il y a tellement des manques dans cet effectif là. Enfin, ça fait 1 an qu'on entend parler de joueurs excentrés sur le côté, ça fait 1 an qu'ils viennent pas. Enfin, voilà, et on va voir là sur le très curieux de ce mercato d'hiver. Où Malherbe doit se montrer actif, doit se montrer, on va dire créatif, peut-être même j'ai envie de dire sur le choix des joueurs et tout. Mais il faut donner un cap. On entend que je serais très curieux aussi de connaître qui va être le fameux directeur sportif parce que ça peut donner quand même des indices sur l'orientation du projet. Parce que les clubs qui fonctionnent, on va pas se mentir. De toute façon, dans un club, il y a 2 mecs importants. Le directeur sportif, qui recrute, qui entraîne. Le reste à côté. Et le troisième important, c'est qui choisit ces 2 mecs-là. Et ce qui est important, c'est qu'il y ait une relation entre celui qui choisit les 2 mecs. Oui, mais quand t'as un bon recruteur, tu recrutes un mec 1 et tu le revends 5. Donc les finances, elles découlent de ça. Et ce qui est important aussi, c'est que l'entraîneur puisse parler avec une personne identifiée, c'est-à-dire un directeur sportif. Aujourd'hui, si c'est Nicolas Seub qui continue, dans quelles conditions est en train de passer le recrutement, là? Avec qui il parle? Avec qui il discute des profils qui voudraient voir venir au Stade Malherbe? Aujourd'hui, c'est très confus et c'est très. Oui, mais c'est pas Gérard Pêcheur qui appelle les agents et qui débat des prix et qui débat des conditions dans lesquelles les joueurs arrivent. Aujourd'hui, c'est très flou. Et donc, le directeur sportif qui va arriver, qu'il arrive dans 5 jours, 10 jours ou dans 3 semaines, c'est pas lui qui va gérer le mercato hivernal. Il est trop tard pour ça. Il va commencer à gérer le mercato pour la saison d'après. Donc là, cet hiver, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on aide Nicolas Seub si on souhaite le faire durer quelques mois de plus au minimum? Comment est-ce qu'on l'aide et on l'accompagne dans ce mercato-là? Sauf si ça a été bossé en sous-marin depuis des semaines et des mois. Et on a l'impression que, encore une fois, moi j'ai écouté le président, c'est ce que je comprends, parce qu'il dit qu'ils ont déjà commencé à bosser sur le mercato d'été. Ils préparent la saison 2025-2026. Voilà. Donc ça sous-entend peut-être qu'il y a encore une fois, des gens qui bossent en sous-marin sans qu'on le sache, sans que personne le sache du coup. Mais ce qu'on va voir, c'est que là on va savoir s'ils ont bossé en amont sur le mercato d'hiver. Parce que si vous recrutez le 5 janvier et si vous recrutez le 29, bien sûr, après je veux bien croire que voilà, mais on va vraiment le savoir. Et puis ça va dépendre de l'identité des recrues, des profils. Parce que si vous faites prêter un mec qui joue pas en Ligue 1 depuis 6 mois, bon, excusez-moi, il n'y a pas besoin de faire 6 ans d'études pour trouver ce profil-là. Donc Amin Salama, c'était non mais voilà, Amin Salama, c'est typiquement le mec, tiens, il est en Ligue 1, il est un peu barré, tiens, on se le fait prêter le dernier jour du mercato ou pas loin. Bon, j'ai rien contre Amin Salama, je sais même pas s'il joue cette saison. Il fait des entrées en jeu à Reims. Mais c'est pas, il est où la construction du projet? Et puis en plus, si tu fais venir des gars, essaye de les faire venir plus que pour 5 mois. Mais on va voir si ça a vraiment été anticipé. Et que ce soit en sous-marin, c'est pas très grave, au contraire, c'est même très bien dans l'intérêt du club. Mais on va voir ce serait bien que ça a été anticipé parce que le mois de janvier va être important. Il y a un argument qui est plutôt en faveur du Stade Malherbe. Il va jouer 3 matchs à domicile en janvier. Je suis en train de perdre ma voix. Il y en a un dès le 3 janvier, il y en a un le 11 janvier contre Grenoble. Si vous n'avez pas anticipé un minimum votre mercato et que vos joueurs arrivent le 25 ou 30 janvier, il peut presque être déjà trop tard, entre guillemets, pour se sortir d'une situation d'urgence. Et vous pourriez être déjà condamné fin janvier à jouer un sprint final pour le maintien. Pour revenir un peu à Nicolas Seub, lui il a envie de continuer. Il a envie de continuer. Je soulignerais qu'il y a 6 mois, tout le monde, beaucoup de supporters pensaient que c'était un génie après ses 6 premiers mois à Malherbe. Parce qu'il a pris 42 points en 23 matchs. Aujourd'hui, certains, il serait forcément le responsable de la situation, ou en tout cas voilà. Je pense que la vérité, elle est un peu entre les deux. Évidemment que Nicolas Seub, c'est un jeune entraîneur qui est en apprentissage. Il apprend, il va aussi apprendre de cette situation difficile. Je pense qu'il a assez fait à Malherbe pour qu'on lui donne un peu de crédit et un peu de chance. Et puis alors la situation elle est urgente, mais si jamais ça se passe mal, il y a encore l'option de faire le petit choc psychologique en février ou début mars. Il y a encore du temps, laissons-lui du temps. Et laissons... Mathieu Billot est pas d'accord. Non, c'est que la dernière fois que t'as fait ça, tu t'es sauvé sur un penalty imaginaire à la dernière seconde. Alors peut-être que les miracles vont pas se produire tous les ans quand même, faut faire attention quand même. Si vous pensez qu'il faut attendre que la date, que machin, que la situation, non, l'urgence elle est maintenant. Et puis il reste que 18 matchs. Vous êtes 16e sur 18 de Ligue 2. Je sais plus qui l'a dit autour de la table, seul Martigues qui joue ses matchs à domicile à Guignon, qui est un club, c'est un bourbier monumental, fait pire que vous. Et c'est maintenant l'urgence, c'est pas en février-mars, c'est maintenant. Les 3 mecs qui doivent arriver, c'est avant le 10 janvier, avant le 15 janvier, grand maximum. C'est comme ça, si vous attendez encore, rien. Bien sûr, peut-être qu'en lançant la pièce en l'air, elle va tomber du bon côté, et puis l'été prochain, vous direz, oui, mon projet, il repart. On l'a déjà entendu 150 fois cette histoire, donc on peut l'entendre une nouvelle fois. Mais c'est maintenant. Et un jour, vous allez tomber. Dans l'extrait que tu as passé, Joris, il y a, à mes yeux, une phrase importante,
Si on fait un réel bilan, il faut que tout soit posé sur la table. Nicolas Seub, il est prêt à tout poser sur la table. Donc sa responsabilité à lui, mais aussi le reste. Est-ce que le club, au moment du bilan après Guingamp, quand ils vont s'asseoir autour d'une table, est-ce qu'ils sont prêts à tout poser aussi ? C'est une vraie question. C'est une vraie question parce que ça va déboucher sur soit des constats qui se rapprochent dans chaque camp, soit des constats qui divergent. Et ça va quand même, ça peut impacter clairement l'avenir de Nicolas Seub à ce poste-là. Parce que sentir la confiance de ses dirigeants et sentir aussi de la justesse dans les constats, c'est important pour lui aujourd'hui, je pense. On se souvient du président Ziad Hamoud qui avait dit fin septembre, Nicolas Seub, c'est quelqu'un qui a compté au sein du club et c'est quelqu'un qui va compter. Il n'a pas dit jusqu'à quand. Non, mais je pense à son que l'avenir de Malherbe, ça dépasse largement la question du coach, quel que soit son... Quelqu'un me disait ça hier soir ou ce matin. Depuis 2018, du coup, et le départ de Patrice Garande, le nombre de coachs qui sont passés à Malherbe. Alors, il y a eu une petite période d'académie avec Stéphane Moulin, qui, je pense, était le meilleur coach que Malherbe ait connu, effectivement, depuis Patrice Garande, et qui avait suffisamment d'expérience, de vécu et de soutien dans son staff pour tenir... même quand ça, parce que la première saison, ça a été aussi compliqué. À un moment, ils étaient dans les 5 derniers, même si tout n'était pas parfait, loin de là. Mais il avait suffi. Mais sinon, le nombre de coachs qui se succèdent au Stade Malherbe. Donc, c'est pas le coach le problème. C'est un problème institutionnel dans le club qui n'a pas de direction. Encore une fois, je trouve. On est peut-être enfin parti pour une certaine période de stabilité. Peut-être, alors c'est normal, c'est que c'est compliqué d'imputer ça à la nouvelle direction qui, effectivement, à l'échelle de l'histoire d'un club, vient d'arriver. Et elle prend ses marques encore. Que ça soit 3-4 mois, c'est sûr. Mais moi, je suis quand même circonspect sur le fait que, même s'il va arriver, qu'un directeur sportif, pour moi, il aurait dû arriver le 15 septembre. Bien sûr. Et là, je veux dire qu'ils ont mais parce que c'est lié à leur arrivée tardive aussi. Parce que si le directeur sportif il arrive pas, c'est parce que l'actuel directeur sportif, ils sont toujours en train de négocier son départ. Oui, c'est une histoire de chèque. Alors au bout d'un moment, tu le fais et puis. Quand t'as pas les sous ou que t'as pas les finances. T'as pas les sous. Quand faut payer un préparateur physique 15 000 balles, quand faut payer un président 30 000. C'est pas eux ça. Non, c'était avant. Mais il y a toujours des sous. C'est une question de priorité. On donne des salaires importants à certains joueurs qui sont recrutés par la direction actuelle. Donc des sous, il y en a. C'est qu'il y a des priorités qui sont déterminées. C'est pas les mêmes que nous on estime. Pour moi, la priorité, c'est de trouver une structure de recrutement. Il n'y a aucun club qui fonctionne si t'as pas une structure de recrutement. C'est pour ça que j'ai des gros doutes sur le mercato d'hiver. Alors, sauf si ça a été géré en sous-marin. La question, si c'était géré en sous-marin. Oui, mais si t'as géré en sous-marin, c'est que t'as géré en sous-marin pour un coach. Non, pour un directeur sportif. Oui, mais en gros, t'as préparé ton recrutement pour jouer avec un coach qui a un style de jeu précis. Tu changerais le coach, du coup, t'aurais préparé ton recrutement pour un coach qui va peut-être jouer différemment, etc. Donc... Pour moi, la priorité numéro 1, c'est un central, donc que tu joues ça c'est sûr, 4 ou 5. Mais par exemple, sur les ailiers, par exemple. Non, mais je veux dire, peu importe le coach qui sera en place, il n'y a pas de joueur pour jouer sur les côtés. Il n'y a pas un coach au monde qui joue 100 mecs sur les côtés. Je sais pas, dans le football d'aujourd'hui, dans le football de transition, dans le football en France. Et éventuellement, la troisième priorité, que Nico Seub avait dit, c'est un latéral droit. Gaëtan a dit tout à l'heure qu'on envoie le pauvre Diabé Boulumbu au charbon. Là, je sais pas comment la Mincy va revenir, s'il va revenir au top. Visiblement, il est très bien. Ça devrait prendre du temps quand même. Oui, mais tout miser sur un mec qui a 21-22 ans, qui s'est fait 2 ruptures des croisés, c'est un petit peu risqué. Donc c'est surtout que Valentin Henry, malheureusement blessure au mollet 2 fois en 6 mois. C'est quand même, il faudra peut-être aussi lui laisser du temps pour revenir à un niveau correct. Donc, peu importe le coach et le football qu'il pratique, je pense que ces 3 postes-là, ils sont indispensables. Moi, Nicolas Seub, pour revenir à lui, je l'ai trouvé combatif hier soir, en conférence de presse d'après-match. Il est pas fou, Malherbe 16e de Ligue 2, je regardais ce midi. Sur les 23 dernières saisons du club en Ligue 2, donc depuis 84, ça remonte quand même, c'est le pire total de points après 16 journées du club. Donc ça le ronge, ça le bouffe de voir ce club-là dans cette situation-là. Ça le bouffe aussi, au-delà de l'aspect comptable, de voir certaines attitudes avec ce maillot-là sur le dos, sur le terrain. Il a dit hier soir, il n'y a rien de pire pour un entraîneur que de se sentir impuissant. Il ressent ça à l'intérieur parfois, forcément. Et on a vu dans ses attitudes sur le banc hier en deuxième mi-temps, assis, le regard dans le vide, à se demander comment je vais pouvoir sortir cette équipe de ce bourbier-là. Mais j'ai quand même envie que ce soit moi. J'ai envie que ce soit moi qui la relève, cette équipe-là. Mais comment on fait ? Aujourd'hui, avec cette équipe-là, ça fait 4 mois que je leur serine les mêmes choses, que je leur dis si vous êtes mauvais, vous devez au moins de mettre certains ingrédients sur le terrain, et ça marche pas. Donc, la seule issue qu'ils voient aujourd'hui, c'est qu'il y a des nouveaux joueurs qui arrivent.
Après, j'attends de voir en janvier ce qui va se passer. Pas de coup de cœur, pas de coup de gueule aujourd'hui, parce que là, je crois que l'émission c'était un général. Et puis les coups de cœur, on va attendre 2025. Oui. Et l'arrivée du nouveau DS. Voilà, on se souhaitera la bonne année avec plein de jolis cœurs. Une devinette un petit peu différente de d'habitude, je vous préviens, c'est de saison. Quel est le nom de ce coach, n'ayant jamais entraîné Caen, mais qui a officié en Normandie? L'un de ses adjoints était un certain Jean-Marie Huriez. Qui est-ce? C'est de saison. Noël. Ah oui. Noël Tosi. Noël Tosi, c'est la bonne réponse. Oh là là. Valentin, l'aller-retour dans le Nord, ça t'a fait du bien. Et j'ai quand même dit le nom de famille. Tosi, oui, bravo Gaëtan, bravo. J'ai pas fait le plus dur dans le. Pour tout vous dire, je pensais que c'était Mathieu Billot qui allait dégainer en premier. Pas du tout. Carrière. Déjà, il y a le temps que je comprenne le truc. C'est 2 saisons, c'est pour ça que j'ai insisté, parce qu'il a jamais entraîné Caen, mais pourquoi tu nous parles de ce gars? C'est 2 saisons. Noël Tosi, qui a entraîné à Cherbourg et il a débuté sa carrière dans les années 80 à l'AS Trouville-Deauville. Et je regardais récemment, il était en fonction Gaulle FC en N2 et il a été écarté. Joyeux Noël. Les formations malherbistes également à l'honneur dans ce podcast. Après avoir perdu à Borgo le 7 décembre, l'AB du SMC voulait rebondir à la maison ce samedi 14 décembre face à l'Inas Montlhéry et c'est ce qu'elle a fait. Succès 4-1. Malherbe désormais 9e sur 14 de N3. Prochain match de N3 ce sera en 2025 le samedi 11 janvier à Wassel. En D3 féminine, c'était repos ce week-end pour les joueuses de Chloé Charlot. Les malherbistes qui restent sur un succès 1-0 face à QRM le 8 décembre, de quoi donc se donner un petit peu d'air au classement quand 8e. Prochaine rencontre ce dimanche 22 décembre à Venoy contre Bréquigny Rennes qui est 4e au classement. Et on l'a pas dit, bien il y aura aussi un match pour les garçons ce dimanche 22 décembre en Coupe de France du côté de Guingamp pour peut-être une victoire. Une qualification peut-être pour les 16e de finale. Tirage bien pourri. Vous allez y aller à Guingamp? Ce sera Enzo, notre confrère. Et toi Mathieu, non, tu seras déjà à table. Il en a vu assez pour c'est bon, j'ai mis ma dose pour 2024. Je vais voir Div, ça suffira largement à mon bonheur. La veille, le 21 face aux Réunionnais de Saint-Denis. C'est la fin de cette émission, fin du match. Merci à vous, merci à nos podcasteurs d'avoir participé à ce 38e numéro de Rouge et Bleu. Mathieu Billot de Foot Normand, ainsi que Valentin Pinault et Gaëtan Briard de Ouest France. Merci également aux auditeurs de nous écouter sur Spotify, Deezer, Amazon Music et Apple Podcast. Et on a même des auditeurs d'Espagne. On a eu, il n'y a pas longtemps, c'est vrai, un auditeur unique d'Espagne. Alors, c'est à Madrid. On ne sait pas, mais peut-être. Donc si cet auditeur nous écoute, il est le bienvenu pour intervenir dans cette émission. Et le bienvenu aussi pour faire quelques achats, quelques emplettes au moment du mercato hivernal. Le prochain numéro de Rouge et Bleu sera disponible normalement le lundi 13 janvier. C'est Gaëtan qui a fixé le calendrier récemment et on dit oui à Gaëtan. On dit oui alors. Pas obligé. on dit oui alors. Bonne fête de fin d'année à vous, messieurs. Bonne fête de fin d'année à tous. On dit quoi? Vive le foot, vive la Normandie, vive la Ligue 2, on va pas aller en National. Et allez Malherbe.